Ok, on continue sur le test. On est bien lancé là. Donc, on a parlé un peu des proportions et je commençais à dévier un tout petit peu, en tout cas dans la dernière minute de ma dernière capsule, où je vous disais en fait, on va pouvoir utiliser ces tests sur les proportions sur autre chose en fait que sur les proportions. Donc, c'est ce que je vais vous montrer ici. Donc, une petite digression pour vous montrer à quel point effectivement maîtriser les tests sur les proportions peut être utile pour mesurer toutes sortes de choses. Par exemple, les médianes. On a fait des tests de moyenne, on a fait des tests de variance, mais pourquoi pas faire un test de médiane? Donc, on pourrait se demander, est-ce que, donc je dispose d'un échantillon X1, Xn, j'ai une médiane M, et j'aurais envie de tester, est-ce que cette médiane, elle vaut M0 versus M vaut, la médiane vaut M1. Okay, donc c'est la même chose que ce qu'on faisait sur les moyennes, mais c'est sur les médianes. Les médianes, on n'en a pas beaucoup parlé, mais voilà, les médianes, je vous rappelle, c'est ce qui divise l'échantillon en deux. Okay, donc vous avez des données qui prennent un certain nombre de valeurs, et on veut on va chercher une grandeur telle que, alors forcément, j'ai coupé ça en un nombre impair, donc on va dire qu'à peu près par là quand même. Et donc, il y aurait 50% d'observations qui sont plus petites et 50% d'observations qui sont plus grandes. Voilà. Donc, la médiane, ça permet de découper l'échantillon en deux. Dans ces cas-là, on peut faire quelque chose. En fait, c'est un petit peu lié à une discussion que j'avais eue quand j'ai présenté les estimateurs. Alors, j'avais mis ça un petit peu hors sujet, mais on est en plein dans le sujet. C'est lié à la fonction de la partition empirique, en fait. C'est que on avait vu que la fonction de la partition empirique, si jamais je me plaçais à peu près au niveau de la médiane, je devrais être proche de 1,5. Donc, on voit, et la fonction de la partition empirique, en fait, elle prend des valeurs qui sont très exactement sur l'intervalle unité. Okay. Donc, on est capable de mettre en place un test assez vite, tout simplement en comptant combien de fois est-ce qu'on a été plus grand ou plus petit que la valeur M0. Donc, je me place sous H0. Je vais tout simplement compter combien. Donc, est-ce que mes observations sont plus grandes ou plus petites qu'un M0. Okay. Donc, c'est tout simplement V, c'est le nombre d'observations qui sont plus grandes que M0. Okay. L'intérêt, encore une fois, quand on veut faire une statistique de test, le but n'est pas de savoir en moyenne combien ça vaut, il nous faut une distribution. Et en fait, il s'avère que cette chose-là, on le maîtrise assez bien. C'est-à-dire que si jamais M0, c'est effectivement la médiane, dans ces cas-là, il y a une chance sur deux pour qu'on soit plus grand, une chance sur deux pour qu'on soit plus petit. C'est vraiment ce que j'avais mis dans mon petit dessin en haut. Donc, comme j'ai une chance sur deux d'être plus grand, une chance sur deux d'être plus petit, dans ces cas, je connais exactement la loi de cette grandeur-là. C'est une loi binomiale de paramètres, un n, un demi. Essentiellement, parce qu'à chacun des points, chacun des xi, j'ai une chance sur deux d'être plus petit que la médiane m, ou plutôt m0, sous l'hypothèse H0, qui est que m0, c'est effectivement la médiane. Et donc, c'est relativement facile à mettre en place. C'est que je fais mon test tout simplement en disant je vais regarder les quantiles associés à ma loi binomiale. Alors, forcément, ça marche à condition d'avoir quand même un petit peu d'observation. Donc, ça marche d'autant mieux que j'ai beaucoup d'observations n, parce qu'il va falloir que j'aille chercher des quantiles. Donc, je vous rappelle que je vous renvoie au tableau que j'évoquais la dernière fois. Si jamais vous avez une binomiale, même 15, n égale 15 et p égale 10%, les quantiles à 5%, il vaut 0. Quoi. Donc, ça ne donne pas grand-chose. Okay. Donc, on va aller chercher les quantiles de ma loi binomiale de paramètres 1,5. Alors, il s'avère que pour 1,5, on est quand même relativement tranquille dans le sens où c'était le milieu de mon tableau. Donc, généralement, je ne vais pas avoir de problème sur les bords. Okay. Donc, si jamais le nombre d'observations dépasse, voilà. Si jamais M1 est plus grand que M0, dans ces cas-là, je vais avoir tendance à rejeter H0 si jamais mon nombre d'observations V dépasse un certain seuil et est relativement grand. Et au contraire, dans l'autre cas, si jamais c'est petit. Okay. Donc forcément, je peux faire un test plus intéressant, qui est le test bilatéral. Donc, est-ce que ma médiane est M0 ou n'est pas M0? Dans ces cas, c'est facile. Je compte toujours combien j'ai d'observations plus petites ou égales que d'un petit M0. Okay. C'est vraiment ça que je raconte, cette formule moche. Hein. J'essaie juste de vous mettre avec des équations, ce qui me prendrait 3 lignes à écrire avec des phrases. Et en fait, je regarde combien d'observations dans ma base de données étaient plus petites ou égales à M0. Okay. Si jamais H0 était vrai, je devrais avoir une loi binomiale de paramètres n et 1,5. Dans ces cas-là, je vais accepter. Si jamais je suis à la fois ni trop grand, donc enfin plutôt je vais rejeter si jamais je suis trop grand, donc plus grand que le quantile de niveau 1 moins alpha sur 2, ou trop petit, quantile de niveau 1 moins alpha, enfin de quantile alpha sur 2. Okay. Ou bien sûr, f, c'est la fonction d'impartition de ma loi binomiale, okay, de paramètres 1,5. Okay, donc ça marche relativement bien. Alors forcément, je n'ai pas bien tout corrigé, mais ce n'est pas très grave. J'essaierai de le corriger plus tard. Je peux calculer la p-value, d'accord. Donc ça peut être récupéré tout simplement en allant chercher moins la fonction de survie en fait de notre
de la loi binomiale de paramètres n et 1,5. Okay. Alors, je le fais juste, par exemple, sur la blood pressure. Okay. Donc, je vous avais dit qu'on avait la pression artérielle dans nos données. Okay. On peut se demander, par exemple, donc on avait la médiane, est-ce que la médiane pourrait être égale à 120? Okay. Alors, la flèche correspond à ce que je mets classiquement comme étant égale. Okay. La médiane que moi j'ai observée statistiquement, elle était à 134. Okay. On pourrait se demander, est-ce que la médiane elle pourrait être à 120 sur mes données? Dans ces cas-là, je définis cette variable. Donc, D, ça va être la différence. C'est vraiment ce que j'avais dans mon écriture précédente. Je vais prendre les xi moins M0. Okay. Je vais regarder combien d'observations. Donc, ça, c'est ce que je vais affecter dans mes D, qui sont mes différences. Je vais compter combien d'observations. Déjà, je vais exclure les valeurs égales à 0. Okay. Donc, on va supprimer les ex-aequo parce que c'est un peu pénible, les ex-aequo. Okay. Donc, je vais juste corriger un tout petit peu mon n. Donc, je vais avoir mon n qui va compter les d différentes 0. Okay. Puis après, je vais compter combien d'observations. V, c'est combien d'observations sont positives. Okay. Donc, j'ai mon n, j'ai mon v. Ce qu'on observe, c'est que j'ai exactement 61% de chance d'être plus grand que M0. D'accord. Donc, dans mon échantillon, il y avait 61% de données qui étaient plus grandes ou égales à M0. Et on se demande, est-ce que cette valeur elle est acceptable comme étant la moyenne? Dans ces cas-là, on peut la voir. En fait, cette fonction, elle existe. C'est directement donné par cette fonction median CI, donc median confidence interval, donc, où je le teste sur ma blood pressure. Je regarde, est-ce que ça vaut 120 ou est-ce que ça ne vaut pas 120? Alors, où est-ce que je spécifie mon 120? Je ne sais plus. Ah si, en tout cas, je récupère l'intervalle de confiance, donc c'est à peu près la même chose. Donc, ma médiane était à 134. Tant que je suis entre 118 et 141, dans ces cas-là, je vais... donc, je ne suis pas sur un test. Ici, je suis sur un intervalle de confiance. Et donc, comme 120 appartient à 118, 141, dans ces cas-là, je pourrais accepter mon hypothèse H0 qui était que je demandais est-ce que M pouvait être égal à 100. Donc la réponse est oui, c'est en tout cas acceptable par cette méthode, donc qui est la méthode exacte. Alors je le refais par Bootstrap, manifestement ça ne marche pas très bien, mais c'est pas. OK. Donc je le refais d'ailleurs ici sur ma loi binomiale. Encore une fois, on se demandait est-ce que, en ayant observé mon vecteur dv, donc je passe d'un intervalle de confiance à un test formel. Donc j'avais observé mes v, j'avais observé mes n. Donc, encore une fois, je vous rappelle qu'on était sur 61%. N, il valait, je ne sais plus combien, je peux le retrouver. Je ne l'ai plus, mais ce n'est pas grave. Donc, bon, je l'ai marqué nulle part, mais peu importe. Donc, j'avais obtenu 61% de V. Donc, je lui dis juste combien de V j'avais obtenu. Okay. Alors, V n'est pas en pourcentage, hein, c'est vraiment un nombre de cas où j'avais dépassé ma moyenne. Donc, je lui donne mon V, je lui donne mon N. Encore une fois, je lui donne le nombre de fois où j'avais eu des 0, le nombre de fois où j'ai eu des 1. La proportion que je veux tester, c'est 50%. C'est vraiment un test de médiane. Okay. Alors ici, je ne sais pas pourquoi j'ai fait un test de est-ce qu'on est plus grand ou pas. Mais si jamais je fais ce test-là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la p-value, elle est un peu plus grande que 5%. Okay. Et donc, on pourrait accepter légitimement H0. Okay. Si jamais j'avais pris quelque chose qui était, on peut le voir aussi sur l'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance, il contient 50%, donc effectivement, je peux accepter mon hypothèse que ma médiane peut possiblement être à 120. Okay. En tout cas, je n'ai aucune raison statistique de le rejeter. Okay. Donc, c'est ça qu'on vient de faire. Donc, voilà mon two-sided. On voit effectivement que 50% est dans l'intervalle de confiance et la p-value vaut 13,37%. Okay. Donc, ce test de proportion, il peut me servir effectivement quand j'ai des données qui sont des proportions, mais de manière plus générale, dès lors que mon problème fait intervenir des indicatrices et donc des calculs derrière de fréquences, ben dans ces cas-là, je peux mettre en place cette stratégie de test pour tester toutes sortes de choses. Alors, il y a un autre test qui existe, qui est un test relativement populaire, okay, qui revient à peu près à la même idée, mais qui va être un test, ce qu'on appelle un test de rang. Je ne vais peut-être pas trop rentrer là-dedans, mais encore une fois, c'est des tests qui sont assez populaires. J'ai repris là encore cette écriture dans les tests, plutôt dans le cours de statistique pour la biologie, qui est donné au bac à l'UQAM. Voilà. Des tests de rang, c'est assez classique. Donc, l'idée, c'est de travailler sur le rang des observations et de regarder uniquement les observations pour lesquelles on avait une valeur qui dépassait le seuil M0. Donc, ce qu'on peut montrer, c'est que
ce test de rang, en fait, on contrôle assez bien si jamais on dépasse, si jamais on a une approximation gaussienne. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais voilà, c'est le test de Wilcox qui permet de faire un test de médiane, qui permet d'aller un petit peu plus loin si jamais effectivement on veut tester la médiane. Voilà. Le point, c'est qu'on est capable de faire un test. Donc lui nous conseille plutôt de rejeter l'hypothèse de la médiane qui serait égale à 120, essentiellement parce qu'on a une p-value qui est quand même relativement faible. Donc voilà, donc c'est une autre manière de faire le test qui nous donne un résultat un peu différent. Donc je reviens sur un petit exemple pratique. Donc c'était l'exemple de Paul Le Poulpe. En fait, c'était là-dessus que je m'étais basé sur l'histoire des 14 et des 12 dont je parlais dans mes capsules précédentes. En fait, c'était donc Paul Le Poulpe, c'était un poulpe aux zoo de Berlin, de mémoire, qui avait pronostiqué des victoires pendant la Coupe du Monde de soccer de je ne sais plus quelle année. Et en fait, il avait fait 14, et sur 14 matchs, il avait eu 12 bonnes prédictions. Et donc la question, c'était est-ce que Paul est vraiment si malin que ça, ou est-ce que c'est juste du hasard? Okay. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est s'il y a eu d'autres animaux que Paul Le Poulpe. Peut-être qu'au début, ils avaient tenté sur Roger l'huître et Simone la crevette. Et voilà, on a retenu Paul Le Poulpe, mais le problème des tests multiples, c'est que si jamais je prends une centaine d'animaux, par biais de sélection, au final, je vais toujours en trouver un qui avait bien parié. D'accord. Donc, c'est peut-être juste un biais de sélection. Mais bon, anyway, on suppose qu'on a juste observé Paul Le Poulpe. Et donc, on se demande, est-ce que c'est du hasard ou est-ce que vraiment il est plus malin que le hasard? Voilà. Donc, c'est ça la question qu'on se pose. Donc là, j'essaie de formaliser mon problème. Okay, donc, pourquoi est-ce que je choisis mon hypothèse alternative? Parce qu'en fait, on a envie de se demander, Paul Le Poulpe est un charlatan. Okay, il a choisi une chance sur deux. Alors, je ne sais plus, il devait choisir des endroits où il allait manger. Et en fonction de l'endroit où il a décidé d'aller manger, c'était la victoire de l'équipe A ou de l'équipe B. Okay. Et comme c'est la Coupe du Monde de soccer, c'était sur la phase finale, il y avait forcément un gagnant. Voilà. Donc, il n'y a pas de match nul. Voilà, c'était forcément quelque chose comme ça. Donc, Paul, il a beaucoup de 1, beaucoup de 0. Donc, on avait 12 fois des 1, 14 lancés, enfin 14 tentatives. Est-ce que ça, c'est mon hypothèse H0. Est-ce que la probabilité est égale à 1,5? Et alors, encore une fois, oui, je ne l'ai peut-être pas dit, j'en profite d'être passé sur ce slide pour le dire. L'hypothèse H0 sera toujours une hypothèse simple. Okay, on pourrait se dire, j'ai envie de tester que la proba est plus petite que 1,5. Non, là, on a envie de tester, en fait, Paul a réagi au hasard, en fait. Okay, donc, la probabilité vaut 1,5. Donc, c'est pertinent de se dire que mon hypothèse par défaut est une hypothèse simple. La question qu'on se pose, c'est est-ce que je vais la rejeter au profit du fait que non, il n'a pas choisi au hasard. Paul est vraiment très malin et il intuite les résultats des matchs de soccer. Okay, donc, l'hypothèse alternative, c'est qu'il est meilleur. Okay, donc, celui-là, c'est le cas où, en fait, il a choisi au hasard. Et celui-là, c'est plutôt le cas où le hasard n'a rien à voir avec ça. Et Paul est effectivement très fort. Okay, donc, c'est comme ça, c'est relativement en fait, pertinent d'écrire ce test sur cette forme-là. Okay, ben, dans ces cas-là, il suffit d'aller voir la p-value. On a une p-value à moins de 1%. Et donc, on aurait tendance à rejeter l'hypothèse H0. On voit effectivement que sur l'intervalle de confiance de la forme A, alors on va jusqu'à A plus l'infini parce que ma statistique de test ici, elle est basée sur l'intervalle de confiance sur la proportion. Donc, on n'est pas comme sur les mu qui peuvent parler à l'infini. Donc, on voit que 50% n'est pas dans l'intervalle de confiance. Donc, effectivement, on rejette l'hypothèse du fait qu'il est eu au hasard. Mais encore une fois, peut-être qu'il y avait un biais de sélection qui était caché derrière. Et donc, on peut le vérifier juste numériquement. Okay, cette histoire de p-value. Donc, ici, je vous trace la probabilité, la probabilité qu'une loi binomiale, les probabilités associées à une loi binomiale. Donc ici, je vous renvoie la probabilité pour qu'une loi binomiale B 14-12 prenne la valeur 7. Okay. Et donc, j'ai toutes mes probabilités. Donc ici, ce que je visualise en rouge, c'est ma probabilité de survie. D'accord. Donc, on veut une valeur telle qui est à peu près... Enfin voilà, la probabilité pour qu'il ait au moins 12 bonnes réponses, c'était à peu près de l'ordre de 6,469. Donc, ça correspond à cette p-value ici. Okay, donc, c'est ce que nous dit le test binomial exact. Je travaille vraiment sur les fonctions de répartition empiriques dans le sens où je n'ai pas suffisamment de données pour faire une approximation gaussienne. Okay, donc, la p-value, elle est calculée comme ça. OK. Allez, on fait une petite pause et puis on continue après sur les comptages. Et puis après, je pense qu'on aura fini sur cette partie de complément de test. Et ensuite, on pourra attaquer les lois multinomiales.